La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. Ça va commencer. Un de mes trois torts se manifeste bien comme l'endroit où assurément on tourne en rond pour que, avec deux droites, ça fasse nœud borroméen. Ce que vous voyez en haut, ce n'est pas par hasard, peut-être, que ça se présente comme l'entrecroisement de deux vies de l'écriture grecque. Ce que vous voyez en haut, c'est peut-être bien aussi quelque chose qui est tout à fait digne d'entrer dans le cas du nœud borroméen. Faites sauter aussi bien la continuité de la droite que la continuité du rond, ce qui adresse, que ce soit une droite et un rond ou que ce soit deux droites, est tout à fait libre, ce qui est bien la définition du nœud borroméen. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, en vous disant tout ça, j'ai le sentiment, enfin, je l'ai même noté dans mon texte, enfin, que le langage, c'est vraiment ce qui ne peut avancer qu'à se tordre et à s'enrouler, à se contourner d'une façon, enfin, dont après tout, je ne peux pas dire que je ne donne pas ici l'exemple. Il ne faut pas croire qu'à relever le gant pour lui, enfin, à marquer dans tout ce qui nous concerne, enfin, à quel point nous en dépendons. Il ne faut pas croire que je fasse ça tellement de gaieté de cœur. Ce qui me paraît comique, c'est simplement qu'on ne s'aperçoive pas qu'il n'y a aucun autre moyen de penser et que des psychologues à la recherche de la pensée qui ne serait pas parlée impliquent en quelque sorte la pensée pure, si j'ose dire. Ça serait mieux. Dans ce que tout à l'heure j'ai avancé de cartésien, je pense, donc je suis nommément, il y a une erreur, enfin, il y a une erreur profonde, c'est que ce qui l'inquiète, c'est que c'est quand elle imagine que la pensée fait étendue, si l'on peut dire. Mais c'est bien ce qui démontre qu'il n'y a de pensée, si je puis dire, de pensée pure, de pensée qui ne soit pas soumise aux contorsions du langage, que justement la pensée de l'étendue. Et alors, c'est à quoi je voulais vous introduire aujourd'hui, et que je ne fais en fin de compte après 2 heures, n'est-ce pas, que d'y échouer, n'est-ce pas, que de ramper. C'est ceci, c'est que l'étendue que nous supposons être l'espace qui nous est commun, à savoir les 3 dimensions. Pourquoi
diable est-ce que ça n'a jamais été abordé par la voix d'une... Faire une petite sortie comme ça, une évocation citatoire du vieux Rimbaud et de son effet de bateau ivre, si je puis dire. Je ne me sentis plus tiré par les haleurs. Il n'y a aucun besoin de rimbateau, enfin, ni de poite, ni d'éthiopoite, enfin, il n'y a aucun besoin de ça pour se poser la question de savoir pourquoi des gens qui incontestablement taillaient des pierres, et ça, c'est ça, c'est la géométrie d'Euclide. Pourquoi ces gens qui, quand même, ces pierres avaient ensuite à les hisser au haut des pyramides, et ne le faisaient pas avec des chevaux, enfin, chacun sait que les chevaux ne tiraient pas grand-chose tant qu'ils n'avaient pas inventé le collier. Comment est-ce que ces gens qui donc tiraient eux-mêmes de ces trucs, c'est pas d'abord la corde et du même coup le nœud qui est venu au premier plan de leur géométrie? Comment est-ce qu'ils n'ont pas vu que grâce au nœud et à la corde, cette chose dans laquelle les mathématiques les plus modernes elles-mêmes, c'est le cas de le dire, perdent la corde, car on ne sait pas comment formaliser ce qu'il en est du nœud. Il y a un tas de cas où on perd les pédales et où le mathématicien, c'est pas le cas du nœud borroméen. Ça, le mathématicien Zittelgubbe s'est aperçu que le nœud borroméen, c'était simplement une tresse. Et le type de tresse du genre le plus simple. Bon. Alors, il est évident que, par contre, ce nœud-là, tel que je vous l'ai mis en haut, enfin, de cette façon d'autant plus saisissante, n'est-ce pas, que c'est elle qui nous permet de ne pas faire dépendre toutes les choses de la consistance historique de quoi que ce soit, mais seulement au moins d'une. Et cette au moins une, c'est elle qui, si vous la rapetissez indéfiniment, peut vous donner l'idée là, sensible en ceci que si nous ne supposons pas le nœud se manifester du fait que le tort imaginaire que j'ai posé là se rapetasse à l'infini, nous n'avons aucune espèce d'idée du point, parce que les deux droites telles que je viens de vous les inscrire, là, les droites que j'attribue, que j'affecte des termes du symbolique et du réel, elles glissent l'une sur l'autre, enfin, si je puis dire, à perte de vue. Pourquoi est-ce que deux droites sur une surface, sur un plan, se croiseraient, s'intersecteraient au seuil de monde? Où est-ce qu'on n'a jamais vu quoi que ce soit qui ressemble, sauf à manier la scie, bien sûr, et à imaginer que ce qui fait arrête dans un volume, ça suffit à désigner une ligne? Comment est-ce que, en dehors de ce phénomène du sciage, on peut imaginer que la rencontre de deux droites, c'est ce qui fait un point? Il me semble qu'il en faut au moins trois. Bon, alors, ceci, bien sûr, nous emmène un tout petit peu plus loin. Vous lirez ce texte,
qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est au moins amusant. Hein. Bon. Faut quand même que je vous montre. Enfin, ceci, bien sûr, naturellement, vous désigne la façon dont, en fin de compte, le nœud borroméen rejoint bien, enfin, ces fameuses trois dimensions que nous imputons à l'espace, sans d'ailleurs nous priver, enfin, d'en imaginer tant que nous voulons, n'est-ce pas? Et voir comment ça se produit. Se produit un nœud borroméen quand justement nous le mettons dans cet espace. Vous voyez là une figure à gauche, et c'est évidemment en faisant glisser d'une certaine façon ces trois rectangles qui font déjà parfaitement nœud à soi tout seul. C'est en les faisant glisser que vous obtenez la figure d'où part tout ce qu'il en est de ce que je vous ai montré tout à l'heure et de ce qui constitue un nœud borroméen, et donc je vais vous donner l'exemple là, simplement. C'est ça qu'il va commenter au tableau, il fait ces trucs-là. Croyez-moi qu'il y a beaucoup d'erreurs. On voit bien dans l'espace les trois dimensions, dans le volume. On se croit obligé de le dessiner. Bon. Alors, tâchons quand même de voir, enfin, de quoi il s'agit, à savoir que dans ce réel se produisent des corps organisés et qui se maintiennent dans leur forme, n'est-ce pas? C'est ce qui explique que des corps imaginent l'univers, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant pas surprenant que, hors du par-l'être, nous n'ayons aucune preuve que les animaux pensent au-delà de quelque forme à quoi nous les supposons être sensibles, de ce qu'ils y répondent de façon privilégiée. Mais ce que nous ne voyons pas, et ce que les éthologistes, chose très curieuse, mettent entre parenthèses, vous savez ce que c'est que les éthologistes? C'est les gens qui étudient les mœurs et coutumes des animaux. C'est pas une raison pour que nous imaginions nous-mêmes que le monde est monde pour tous animaux, même, si je puis dire. Alors que nous avons 30 preuves, que cela fait que même si nous, enfin, c'est notre corps, enfin, l'unité de notre corps nous force à le penser comme univers, c'est évidemment pas un monde qu'il est, c'est immonde. Voilà. Alors, je sais pas, je peux résumer les 4 points, les 5 points. Moi, j'ai noté les 5 points importants. C'est d'abord le langage qui s'enroule, on en reparlera. C'est aussi la mise en question de la pensée pure, alors qu'on pense avec des mots, justement, et que la pensée ne se tient pas dans le cerveau, mais elle se tient par la langue. C'est aussi l'espace, c'est-à-dire que plutôt abordé par le nœud, par les enroulements, qui correspondent au maniement du langage, et pas du tout par ce qu'il appelle la géométrie euclidienne, c'est le moré géométrico, c'est-à-dire les trucs planes, quoi, ce qu'on apprend à l'école, qui sont trompeuses par rapport à la réalité de l'espace à 3 dimensions, puisque c'est une mise à plat de l'espace à 3 dimensions, au moins à 3 dimensions. Il y a un truc qui est très important, le 4e point, c'est sa définition du plan, parce qu'il dit que de droite, même sur un plan, on ne voit pas où on trouve le point. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu un mal fou à le faire là, à plat. Je ne sais pas où est le point. Il faut le chercher, ce n'est pas suffisant, il faut au moins 3 cordes, 3 traits pour arriver à fixer un point. C'est très important parce qu'il cherche à trouver dans l'espace et dans le langage aussi des points clés, des points nœuds, quoi, des points qui tiennent quand on bouge et ça fait tenir la chose. Et puis le dernier truc, c'est l'histoire effectivement des corps
comment ça tient un corps avec sa forme, alors que c'est très complexe, voilà, et il explique ça à partir de l'homme et la différence avec les animaux, dont on n'est absolument pas sûr qu'ils ont une conception du monde, ils n'en ont même pas du tout, ils sont sensibles à quelques images, ils ont probablement un petit bout de langage, qui sont souvent des signes, des signaux, et puis voilà, hein, c'est ça qu'il est en train de développer. Alors bon, maintenant, voilà. On a quand même, c'est conséquent, hein, tout ça. Hein. Oui, parce que c'est un passage qui apparaît a priori comme moins décisif, parce qu'il est aussi sur un rythme de parole où il convoque l'imagination, notamment avec son postulat qu'il n'y aurait de pensée pure que celle de l'étendue. Donc ça, c'est très simple, ce que ça veut dire, c'est vous mettez comme ça, debout, vous regardez devant vous, et vous avez une étendue. Donc là, on a un manifeste, par exemple, cinématographique qui est remarquable là-dessus, c'est le western. Le western, notamment de John Ford, puisque ce qui apparaît dans tous ces westerns-là, c'est que les hommes sont lost in space, c'est le cas de le dire, perdus dans l'espace. C'est vrai que je suis allé aux États-Unis, ce qui est plus remarquable aux États-Unis, c'est la nature elle-même, l'espace lui-même. Et dans ces films-là, vous voyez ces hommes-là, et ils sont complètement perdus dans l'espace. C'est à perte de vue, comme ça, et c'est justement à perte de vue. Et comment ils vont se retrouver en nouant, alors ça je vous conseille, il y a La prisonnière du désert, bien sûr, qui est absolument génial, mais il y a un film qui s'appelle The Godfathers, qui est vraiment excellent, où ces trois gangsters, hein, qui dans cet espace-là, ce Far West, vont dans une ville pour braquer une banque, et par un concours de circonstances assez extravagant, quand ils partent, ils s'enfuient après avoir braqué la banque, ils se retrouvent avec un nouveau-né, un bébé dans un couffin. Alors, ça paraît curieux, mais d'un seul coup, en fait, ça change complètement les coordonnées de l'espace, puisqu'ils se trouvent convoqués à une espèce de nœud eux-mêmes existentiel où ils peuvent se rattacher à autre chose qu'à leur fantasme d'espace à l'infini dans lequel ils sont perdus, où il n'y a pas de possibilité de morale, d'idétique, il n'y a rien. Donc là, d'un seul coup, ils sont ancrés quelque part. Donc dans cette approche-là de ce passage aujourd'hui, ce qui est convoqué, c'est cette notion d'étendue, donc qui est la seule. Alors, tous ceux qui ont fait un peu de travail sur la peinture savent très bien que à part cette pensée pure de l'étendue, mais qu'on ne peut pas peindre, justement représenter, dès qu'il s'agit de peindre quelque chose, on n'arrive pas à le voir. Parce qu'il y a justement le langage qui s'interpose toujours entre ce que je vise, ce que je veux voir, et le sujet qui perçoit. Donc, ça, il y a un texte fameux de Charles Lapic, qui était un peintre du début du siècle, où il raconte comment, en essayant de peindre un arbre, il traverse ces épreuves-là, et aussi quand il veut peindre la mer, et il se dit, et si je vois quelqu'un en train de me noyer là, qu'est-ce que je fais? Je continue à peindre, ou d'un seul coup je plonge pour essayer de le sauver, etc. Donc la convocation dans l'espace, elle prend acte immédiatement à la fois d'être perdu dans l'espace, et le fait de s'ancrer, c'est faire appel au symbolique, c'est-à-dire qu'effectivement toute la pensée ne va être rien d'autre que des mots. Et ils vont interférer donc avec ma propre perception, et c'est justement là où je pense Lacan essaye de nous amener, c'est-à-dire à cette notion de nœud, hein, comment se fondent les nœuds, et pour ça donc il insiste beaucoup sur le 3. Hein, puisqu'on est dans la troisième, justement, c'est récurrent. Et donc, il n'arrête pas de dire, vous croyez que c'est un 2, mais non, il faut toujours 3. Donc, comme il y a 3 moments dans la logique, il y a toujours 3. Même quand on croit qu'il n'y a que 2, il y a 3. Un point, c'est 3, c'est pas 2, sinon c'est impossible. Ou alors dans la tresse, c'est 2 plus 1, et on change les... Et la tresse, il y a toujours 3 termes. Voilà. 2 et 1, et 2 et 1, ça change, voilà. Alors, l'histoire de l'étendue, c'est important, parce que on sait bien que quand on regarde, quand on est au bord de la mer,
pas à Saint-Tropez, ni à, là on n'a pas cette impression-là, mais quand on regarde une mer, l'océan, on a un effet de déréalisation, hein, si on reste très longtemps à regarder, et en même temps c'est un truc assez agréable de se perdre comme ça. Dans le désert c'est plus compliqué, parce que dans le désert, si vous tombez en bas d'une dune, au Sahara, vous ne remontez pas, c'est fini, il fait trop chaud, et vous ne savez pas par où il faut remonter, vous ne savez pas où vous êtes. Et ça c'est relativement... Voilà, ça c'est bien d'insister sur le fait que nous sommes perdus dans l'espace. Vous savez, cette espèce de Boeing qui était tombé entre le Brésil et la France, là, parce qu'ils ne savaient pas si l'avion montait ou descendait. Alors on fait comme si on était correctement orienté dans l'espace, parce qu'on vit en ville avec des panneaux, des trucs, mais en fait nous sommes complètement perdus dans l'espace. Et on ne sait même pas si on monte, si on descend. Enfin, si vous avez fait l'expérience à ski un jour blanc, à moins d'être très très incarné et absolument dans vos pieds, vous ne savez absolument pas si vous êtes de ce côté-là de la pente. Donc on est absolument perdu dans l'espace. Puis tu as évoqué la peinture, c'est le syndrome de Stendhal, c'est connu. Oui. Hein, devant le tableau, le sujet il plonge dans le tableau et on est obligé de l'hospitaliser pour le ramener. De temps en temps, on amène des touristes à l'hôpital parce que à Florence en particulier, c'est très connu. Il y a des touristes qui sont pris par qui se laissent embarquer. Donc voilà. Qui se perdent. Et alors l'autre point, à mon sens, à propos de l'espace, c'est que il est en train de dire que la pensée se tient pas avec le corps. Donc voilà. Hein. C'est parce que les neurosciences pensent que ça se passe dans le corps, dans le cerveau, qu'on pense avec le cerveau, on pense pas avec alors le cerveau. Que lui, il est en train de dire justement, il va le dire, et il le dira souvent, c'est que le nœud, ça n'existe pas, les nœuds dans la nature. Il n'y a pas de nœud, il y a que dans le langage, à partir du langage, qu'il y a des nœuds. C'est un truc proprement humain. Et alors on pense quoi? On pense avec la langue, on ne pense pas avec le cerveau. C'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire que c'est un organe inutile, mais presque, à la limite. Enfin, ça veut dire ça. Ouais, c'est comme si on avait une technologie extérieure, qui est le langage lui-même, qui nous est exogène, et avec quoi on pense, et qui fait aussi partie de la chose dont on ne sait rien, donc qui nous perd, et en même temps nous permet d'aborder la chose. C'est ça la manière d'aborder psychanalytiquement les choses. C'est-à-dire d'être... justement parasité par le langage. Le fait, on en parlait tout à l'heure, dans parce qu'il faut remonter à chaque fois avec cette espèce de truc génial, la lecture qu'il fait de Descartes, je pense donc je suis. C'est que le je suis, il ne peut être que médiatisé par un je pense, mais au fond, être, c'est un mot. Donc c'est par rapport au langage. On n'accède pas vraiment au « je suis ». Donc là, on y accède négativement en ayant la conscience d'être perdu dans l'espace. Il y a une possibilité de remonter et d'inverser la chaîne et retrouver un minimum de réel. C'est ça qu'il essaye de dire. C'est difficile d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que je veux simplifier les choses et que je les embrouille davantage, mais que se nouer quelque part dans l'espace, on ne peut le faire que parce qu'il y a du langage, mais en même temps, c'est le langage qui nous a perdus. Parce que, justement, pour les animaux, alors là aussi, les animaux, est-ce qu'ils ont un monde? Il y a des phrases connues de la philosophie sur le fait que... Ils ont un territoire. Voilà. Un petit territoire. C'est ça. C'est pauvre en monde, dit la philosophie. Ça, ils ne se trompent pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont des proies privilégiées, donc ils ont une vision des choses, ils ont des figures spécifiques à chacun. Tout ça, les trucs de mimétisme, tout ce qu'on a raconté, c'est faux. Soi-disant le camouflage et tous ces trucs-là, on retrouve dans l'estomac des oiseaux tous les trucs qu'on croit être des planques, c'est des fantasmes humains, ça. Oui. Parce que forcément, nous, on fait des habits militaires de camouflage pour ressembler à la nature où on est, mais ça n'existe pas chez les animaux. Comment s'appellent ces petits trucs qui ressemblent à des brindilles là? Ça s'appelle des... Phasmes. Voilà. Ça, il y a eu une théorie là-dessus, scientifique, hyper élaborée, comme quoi ils se planquaient, etc. En fait, une autre étude scientifique, parce que le but des études scientifiques, c'est d'invalider les études scientifiques précédentes, donc a montré qu'effectivement, il y avait autant dans l'estomac des oiseaux de ceux qui se planquaient, de ceux qui se planquaient pas. Donc en fait, ça n'a aucun rapport avec un aplatissement de la théorie darwinienne, comme quoi c'est la ruse, le fait d'échapper de ça.
c'est entièrement faux, puisque ça, ce sont des projections humaines de notre propre fantasme, puisque on ne peut parler qu'à partir de notre expérience à nous, de ce nuage et de l'espace. Et donc, c'est à travers la fenêtre de notre fantasme qu'on peut élaborer des choses comme ça, qui nous concernent plus que ça concerne le monde. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, les animaux ne se camouflent pas, Oui. il n'y a pas de leurre, Voilà. et enfin, c'est pas des... Voilà, et c'est pas de l'intimidation, ils font pas d'intimidation. C'est un mythe aussi humain, ça. Oui. De croire que les animaux s'intimident. Ils ont un territoire, et quand ils sont en face d'un autre animal, ils essayent d'apprécier ce qui va se passer. Est-ce que je fonce ou est-ce que je me débine? Et il suffit de quelque chose de très petit pour que soit l'animal attaque, parce que c'est un rapport vital à l'autre, soit il se débine. Pour ça, des fois, on voit un petit chien, il fait fuir un grand chien. Et si vous êtes attaqué par un chien loup, méchant, dans la campagne, si vous avez un parapluie, que vous ouvrez un parapluie au dernier moment, il va partir, il ne va pas vouloir vous attaquer. Par contre, si vous avez un bâton, il risque de vous attaquer parce que le bâton n'impressionne pas. Mais si vous lui donnez un volume très grand comme ça, il va se débiner parce qu'ils disent « Oh, celui-là, il est trop lourd pour moi, il est trop gros. » Voilà, mais c'est toujours un rapport que je dirais, c'est tout ou rien en gros. Hein. C'est ou blanc ou noir. Il n'y a pas beaucoup de modulation. Voilà. Bon. Alors, les éthologistes, évidemment, ils inventent le langage des animaux, ils inventent la pensée. Il est possible qu'un rat y pense, seulement on n'a pas de témoignage. Hein. On ne sait pas ce qu'ils pensent les rats, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être une pensée. Pourquoi? Ils ont un appareil psychique. Oui, bah oui. Seulement que si on réduit l'homme à ça, ça va pas, quoi. Parce que c'est l'aspect, c'est langagier qui est... Oui, parce que nous, on est perdu dans le langage, c'est-à-dire pas seulement dans l'espace. Le fait d'être perdu dans l'espace vient, a priori, d'être déjà perdu dans le langage. Donc, après, la priorité, donc, c'est forcément d'essayer de s'orienter dans la pensée, ce qui veut dire s'orienter Moi, je me souviens, parce qu'on parlait des pyramides. Moi, j'ai visité les pyramides avant les grands flux touristiques, il y a très 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 longtemps, comme ça, et il n'y avait donc pas les buvettes, il n'y avait pas les flèches, il n'y avait pas le nom des pyramides, on était dans un lieu quasiment désert, avec quelques chameaux, et au bout d'une heure, quand on tournait autour des pyramides, qui sont donc des trucs, c'est Moret Géométrico, ça, typique, on ne savait plus où on était. On savait pas, comme le soleil il est à la plombe comme ça, on ne savait plus comment rentrer à l'endroit où il fallait passer pour revenir. Parce que quand on rentre dans un espace comme ça, on ne pense pas que le sphinx il est orienté, on ne fait pas attention à ces trucs-là. Et les gens qui se paument, c'est les gens qui n'arrivent pas à trouver des repères dans les lieux où ils sont, même dans Paris. Si on a des temps, on peut se perdre dans des rues de Paris. Si on n'a pas repéré la tour Eiffel, la tour Montparnasse et 2-3 trucs, on se perd, quoi. Hein. Bon, il y a les rues, c'est vrai, mais n'empêche que c'est vrai qu'on peut se paumer. Voilà. Oui, et donc ce petit passage-là de Lacan, il est pour nous sensibiliser au côté très difficile d'accès, c'est le côté concret du nœud borroméen qui se produit par la parole et dans la parole. C'est-à-dire que c'est par la parole qu'on accède aux 3 dimensions de l'espace, c'est-à-dire qui recouvre, bien sûr, imaginaire, symbolique et réel. Et on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que si on tire d'un côté, ça se bloque. Voilà, ça c'est la notion de nœud. Voilà. Et donc, vous vous rendez compte, c'est tellement simple, mais c'est pas que c'est compliqué là, car c'est nous qui sommes compliqués, parce que on a déjà de mauvaises habitudes de pensée, on a l'impression que tout ce qu'on a appris à l'école, etc., vont nous permettre de nous en sortir, et en fait, on n'arrive pas à accéder aux choses simples, mais qui sont pas simplistes, c'est-à-dire là, cette notion d'être soi-même dépendant de la manière dont notre propre sujet se noue à un objet, donc c'est l'objet petit a, dans le fait que nous soyons perdus dans l'espace. Et se perdu dans l'espace, c'est être perdu au départ dans la langue elle-même. Donc voilà. Et ça, parce qu'en plus, mais peut-être qu'on ne va pas aller trop loin, il y a eu une inversion temporelle entre le symbolique et le réel. Mais les premiers cosmonautes qu'on a envoyés dans l'espace, et même ceux qui sont allés sur la Lune, d'être restés si longtemps en apesanteur ou en pesanteur artificielle et coupés de tout, simplement commandés par une voix, parce qu'on leur parle à la radio, ils n'entendent plus qu'une voix qui vient de l'espace. Eh bien,
ils devenaient dingues quand on les récupérait. Il a fallu des mois et des mois pour leur réapprendre à revenir sur Terre. Parce que, par exemple, les lois de la pesanteur, ça nous permet de savoir on touche à quelque chose de fort, mais quand on va sous l'eau, à un moment donné, on ne sait plus s'il faut monter et descendre. Hein? Alors, les scaphandres, les gens qui respirent, s'il n'y avait pas les bulles qui sortent du scaphandre et qui montent comme ça, on ne sait pas où est la surface. Et il y a des ivresses de profondeur où les gens ils continuent à descendre. Voilà, c'est des trucs tout simples, comme à la montagne. On peut faire du ski dans les zones zones vierges, des choses comme ça, hors piste. On se perd en montagne également parce qu'il n'y a plus de repères. Alors, comment ne pas se perdre dans le langage? C'est la première mission, si vous l'acceptez. Ne pas se perdre, c'est parler à quelqu'un. Déjà. Hein? Voilà. C'est justement ça. Il faut pouvoir parler à quelqu'un. Même s'il ne comprend pas, c'est un point d'appui. Voilà. Ça, on a déjà l'origine de la cure analytique, elle est déjà là. Si quelqu'un vous comprend trop bien, c'est que ça ne va pas, c'est que vous allez vous perdre encore plus. Donc il faut arriver à ce qu'ils ne comprennent pas trop, de façon à ce qu'il y ait un petit peu de malentendu qui vous permet de vous identifier de vous-même, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup d'humour chez Lacan. Oui, mais il le dit, c'est drôle. Oui. Mais c'est vrai qu'il est drôle, c'est très drôle ce qu'il raconte. Après, bon, c'est fini par c'est sur le fait que le monde est immonde. Alors, aujourd'hui, on s'imagine que pareil, que le monde, c'est en gros ce qu'on nous raconte à la télé, dans les médias, sur Internet. Donc évidemment, on ne peut pas se rendre compte. Enfin, si qu'il est immonde, oui. Quand même. C'est immonde, ouais. Mais que c'est le fait, c'est ce qui est immonde, c'est de ne pas voir que c'est par notre fantasme que nous soutenons ce genre de pensée. Donc il tient à nous, de notre responsabilité, de sortir de ce fantasme-là. Donc on ne sort pas complètement de son fantasme fondamental, parce que disons, ça demande un travail conséquent, mais en tout cas, il y a une possibilité de comprendre que, justement, le monde, le journal s'appelle Le Monde, on présente le monde comme si c'était des choses qui vont de soi, c'est-à-dire une réalité. Or, là où la psychanalyse est absolument en phase avec le moment le plus, disons, zénital de la pensée, qui est l'idéalisme allemand, c'est que il n'y a pas de réalité qui soit donnée a priori pour le sujet, puisqu'on l'a vu avec l'espace, la seule chose qui est donnée, c'est d'être perdu. Ensuite, le sujet lui-même, en fonction de sa propre manière de dire, il crée la réalité de laquelle il dépend. Donc, il n'est pas dans une réalité prédonnée et préordonnée à partir de laquelle il faut absolument faire avec. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est le discours politique. Ben ouais, il faut faire avec, là il y a la dette, il faut payer, etc. Donc, comme s'il y avait des réalités déjà préexistantes. Mais non, c'est pas ça. Ça c'est absolument une manipulation langagière. C'est là où l'approche lacanienne, elle est absolument subversive et politique. C'est-à-dire que ce qui conditionne une possibilité du discours analytique, c'est de changer les coordonnées de la réalité elle-même. C'est pas de faire évoluer la réalité qu'on vous a déjà donnée, parce que sinon vous restez toujours à l'intérieur de cet horizon-là. C'est de changer les coordonnées de la réalité elle-même. Ça, c'est vraiment le côté absolument subversif qu'il y a déjà chez Freud, mais qui n'est pas développé de manière aussi opératoire par Lacan. C'est le seul qui arrive à faire ça avec sa théorie des discours, et justement en essayant de nous sensibiliser au fait que nous sommes pris, dès que nous parlons, dans un nœud entre imaginaire, symbolique et réel, et nous ne voyons le monde qu'à travers la fenêtre de notre fantasme. Voilà. Donc nous sommes pris entre le fantasme, à travers lequel nous voyons le monde, et le symptôme, c'est-à-dire l'évolution de notre symptôme jusqu'au dernier degré de sa dissolution, après quoi il n'y a plus de support pour le sujet, donc il reste notre propre symptôme, et on est pris entre ça. Donc Lacan, lui, il permet d'ouvrir et de réconcilier une possibilité de penser, justement, et que cette pensée, c'est pas une pensée pure, c'est une pensée à partir du constat que c'est avec la langue qu'on pense et non pas avec le cerveau. Parce qu'on voit que le postulat même des neurosciences est faux. Ils partent a priori sur un postulat qui est faux. C'est-à-dire on pense avec son cerveau.
Non, on pense avec la langue, c'est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, la langue. Et non seulement extérieur, mais menaçant. C'est-à-dire, c'est pas quand il dit je dis pas ça de gaieté de cœur, etc. C'est parce qu'il fait référence à Heidegger, qui reprend. Heidegger arrive à la conclusion, acheminement vers la parole, tout ça, qu'effectivement, la parole est la maison de l'être, le refuge de l'être. Mais Lacan, lui, dit non, c'est la maison de l'être, certainement, mais c'est une maison de torture. C'est-à-dire qu'on n'y est pas chez nous a priori. Il faut faire avec son inconscient. Donc l'impératif catégorique, lui, le transforme en déchiffre ton inconscient. Parce que sinon, ton inconscient, c'est ça qui va te tuer. Parce qu'il y a du réel dans ton inconscient. Je te l'avais dit à midi, ça on en avait parlé à midi. C'est qu'effectivement, dans le début de son enseignement, il parlait de... probablement dans la lancée de ce qu'il savait d'Heidegger, de ce qu'il avait étudié chez Heidegger, qu'on habite le langage. Mais il va changer la chose. Il va dire qu'au contraire, on n'habite pas le langage, on est parasité. On est tenu en otage. Nous sommes des animaux malades, justement, parce qu'on est rendu malade par le langage. Hein? Et il va parler de la parole d'une façon qui n'est plus du tout aussi belle qu'on peut le croire. Oui. C'est la forme de cancer dont l'être humain est affecté. Quoi. Voilà. C'est aussi... Il faudrait pouvoir se taire définitivement. Mais alors, vous savez ce que ça veut dire. Alors, on est parasité. C'est ça, c'est le nouveau de ce qu'il avance dans ces périodes-là. Un parasitage, comme un arbre qui plonge ses racines dans le corps et qui dénature sa propre, disons, jouissance de la vie originaire, oui, quoi, hein, c'est ça. et qui a des effets effectivement très différents. Le langage fait pousser ses branches, ses feuilles, ses ramifications à travers le corps, d'où il a pris racine au départ. Donc, effectivement, s'il parle d'un parasite, ça veut dire qu'il considère que la jouissance est première, c'est-à-dire qu'il se place paradoxalement du point de vue du sujet. Parce qu'il y a une primarité. Ouais. Donc, et la métaphore de l'arbre, on la connaît, c'est dans les contes de fées. Il y a les arbres qui parlent, ou des choses comme ça, qui ont des feuilles qui bougent. On retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, dans un des épisodes. On retrouve beaucoup de choses comme ça, hein, des métaphores comme ça. Et ça pointe quelque chose à l'insu probablement de l'auteur, mais c'est quand même tout à fait juste. Oui. Hein, tout à fait juste. Et vous pouvez peut-être un petit peu, les uns les autres, vous avez peut-être des choses à dire ou à poser comme question, peut-être, je ne sais pas. Hein? Et nous, on peut parler pendant des heures. Oui, mais après, au bout d'un moment, on a l'impression que... De toute façon, tout ce qu'on dit, on l'oublie, donc on le répète tout le temps. Hein? Parce qu'on dit toujours la même chose, en fin de compte. C'est ça. C'est la fonction de la répétition. Moi, cette histoire de corps organisé et voilà. La forme, c'est un truc très intéressant que actuellement produisent une révolution en biologie, tout à fait spécialement du côté de la génétique, parce que la génétique c'est un truc formidable, parce que ça permet d'inventer le génie génétique, et donc grâce au génie génétique, tout ce qui nous arrive, ça vient du génie génétique. Ouais. Et il n'y a plus rien à dire, quoi. Seulement le génie génétique, il n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de gène, justement, il n'y a pas du tout de gène. Mais c'est surtout un truc très important, c'est que on ne sait pas faire le lien entre la cellule originaire, éventuellement, d'un futur être organisé, et comment il devient un être aussi complexe, avec une certaine stabilité structurelle. Hein. Et il y a beaucoup des biologistes nouveaux, peut-être que c'est pas si nouveau que ça, mais ça date depuis pas très longtemps, qui pensent que justement la forme, elle intervient sur le génome, elle intervient sur le... Ah ben oui, c'est l'épigénèse, voilà. Ça existe depuis très longtemps. Oui, mais c'est pas de la même façon, tu vois. Parce que ça, c'est les trucs facteurs, les multifacteurs et compagnie, tout ça. C'est une façon de ramener une fois de plus l'épigénèse, tu vois, ça veut dire qu'une fois de plus, on est dans le génétique. Oui, c'est ça. C'est autre chose, c'est complètement autre chose. Oui. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a... C'est le réel
le réel je ne sais pas comment le dire, je ne vais pas le dire de l'espace, mais c'est un peu ça. C'est le réel qui impose leur forme à l'organisme. C'est pas, ça vient pas de la graine originaire, bien sûr que ça a une intervention. Quand on plante un gland, ça donne un chêne en gros. Hein. Mais c'est vrai que... Ou alors il y a un problème. Il peut y avoir des variations. Non mais, je veux dire, ça peut arriver. C'est arrivé puisqu'un jour est apparue l'espèce humaine. Hein. Bon, voilà. Ça c'est un truc très important, cette histoire. Oui, parce que... Lacan se pose tout le temps la question, avec le nœud borroméen, il dit est-ce que c'est de la structure ou est-ce que c'est de la forme, hein? Parce que la façon qu'il utilise, il ne fait plus de démonstration logique comme il en faisait avec les mathèmes et tous ces trucs-là, ou en utilisant les différentes logiques qui existaient. Il fait des monstrations. Il montre le nœud. Il dit voilà, je vous le montre, c'est ça. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que la structure du nœud borroméen, elle est identique à sa forme. C'est un outil très intéressant pour faire passer son truc. C'est pas intégralement transmissible parce que chacun a des résistances par rapport justement à ce type de maniement. On voit bien qu'on se débrouille très mal avec le nœud, on ne sait pas les faire, donc il y a quelque chose de notre imaginaire qui est embarrassé, qui n'arrive pas à résoudre le truc. C'est très difficile de se retrouver là-dedans, mais en même temps, on voit de quoi il s'agit. Et Lacan toujours s'interroge sur les rapports entre la forme et la structure, et il va dire que le nœud borroméen, c'est pas du tout, c'est pas un modèle. C'est vraiment la structure. Alors, c'est un raisonnement qui a l'air un peu sophistiqué. Donc là, ça veut dire que c'est pas une forme, là? Non, c'est ça. À ce moment-là, c'est pas une forme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il joue des deux registres. C'est peut-être un peu un raisonnement sophistique, mais en même temps, il le prouve quand il est... C'est pour ça qu'il dit aux gens, mais faites-en des nœuds, exercez-vous pour vous rendre compte de où est votre embarras avec ça. Hein? Mettez-vous sur une feuille si vous êtes à plat, vous aurez plus de facilité à faire de nœuds borroméens en utilisant des anneaux dans l'espace ou en des trucs que de les faire sur une feuille de papier. Parce que les dessous, vous vous trompez tout le temps. Hein. Voilà, c'est ça qu'il et c'est pas un astrolabe, hein, c'est pas comme l'astrolabe, c'est autre chose le nœud borroméen. Hein. Les marins utilisent, enfin il y a eu les astrolabes pour se repérer comme ça, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pas le même type de lien et de nœud, quoi. Alors ça, c'est un point, du point de vue biologique, très important. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rétroaction de la langue sur l'organisation du corps. Parce que, attention, chez Lacan, le corps, c'est pas l'organisme. Il fait une séparation entre ce qu'on appelle l'organisme vivant et le corps qu'il appelle le corps comme substance jouissante, que Freud interpelle au niveau des zones érogènes et des choses comme ça. C'est autre chose quand Lacan parle du corps. Mais en même temps, le corps comme consistance imaginaire, c'est très intéressant parce que ça se voit à la mort. Quand quelqu'un meurt, son corps se décompose, et le corps se décompose, et se décompose en un amas de réel. C'est ce qui arrive à Oedipe à Colonne, quand il a prononcé les dernières paroles. On ne sait pas ce qu'il a dit à son interlocuteur qui est venu le voir, et puis quand l'interlocuteur se retourne, il a entendu les dernières paroles, il n'est plus là. Donc Oedipe ne meurt pas dans le mythe. Il est rentré dans le réel et il n'est plus là, quoi. Voilà, c'est des choses intéressantes, ça. On retrouve effectivement l'espèce de mythe de l'origine et toutes ces choses-là qui ont été construites à partir de là. C'est important. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez par rapport à la pensée détendue, les exemples que vous preniez, que ce soit la déperdition justement qu'on peut ressentir soit en montagne ou en mer ou dans le désert. Et je me posais la question, finalement, est-ce que ce manque de repères, il n'est pas rattrapé par l'autre, ou des petits autres? Je pensais au cas du désert en Arizona, etc., avec toujours l'Indien du coin, enfin, la tribu d'Indiens du coin, qui, eux, savent très bien s'y repérer, ou dans le désert, un Touareg, enfin, mais qu'un autre soit le salut de pouvoir sortir de cette déperdition, ou au contraire de nous y enfoncer. Enfin, voilà, je me faisais cette réflexion. Et là, vous faites appel à l'autre. Comment? Vous faites appel à l'autre, c'est-à-dire à l'autre qui vous donne un repère, un point d'appui. Oui.
qui n'est pas le même, donc qui est un repère. Il introduit une différence. Alors soit parce que c'est l'Indien qui connaît la région et qui sauve soit dans d'autres situations, mais au fond ce que tu dis là, toi, ça correspond en gros au discours, quoi. Les discours comme liens sociaux. Pourquoi on est paumé dans notre monde actuel? C'est parce que ces discours-là ne fonctionnent plus. Le discours, ce qu'on appelle le discours du maître, le discours de l'hystérique, le discours de l'universitaire et le discours de l'analyste qu'il faut mettre un peu à part parce que c'est un discours très particulier, c'est un discours c'est un lien social à deux. C'est le seul qui est comme ça. Les autres, c'est des trucs sociaux, des choses comme ça. Mais dans notre société, ils ne fonctionnent plus, ces discours. On ne peut pas dire que les hommes politiques sont des maîtres. Hein? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que l'université actuelle fonctionne avec la logique et l'éthique du discours universitaire dans sa tradition. C'est-à-dire que dans sa tradition, c'était un lieu, justement l'université pas par hasard, un lieu d'assumer la formation du sujet, des savoirs qui le forment comme un humain, disons, civilisé, qui le civilise en lui apportant des savoirs. Maintenant, c'est l'esprit de compétition, c'est les unités de valeur, et donc ça ne fonctionne plus. Comment ça se fait que maintenant, par exemple, à l'université, si on a la moyenne, en principe, on doit passer, on met une barre, hein, il faut avoir la moyenne pour pouvoir passer d'une année à l'autre. Maintenant, ce n'est pas la moyenne qui compte, comme il y a soi-disant trop de candidats, il faut avoir 15 pour pouvoir monter. On voit très bien comment ça se passe dans certaines universités. C'est-à-dire que maintenant, l'université est un lieu de compétition qui n'existait pas il y a 30 ans, c'était pas ça. C'était encore le melting pot, on pouvait changer d'orientation, on tâtonnait dans ça, on faisait des fois 3 ou 4 premières années dans différents trucs avant de s'orienter vers des études particulières. Maintenant, c'est plus possible. Alors, ce discours-là ne fonctionne plus. Et je pense qu'il y a un côté comme ça chez Lacan. Donc, ce discours-là sont télescopés dans le discours capitaliste. Ils sont télescopés dans ce discours-là, qui met ensemble, qui noue le discours du maître, le discours universitaire et le discours hystérique. Il les met ensemble, et il n'y a pas de repère possible, c'est même pas un discours, puisqu'on tourne en rond dedans. Il n'y a jamais de buté, jamais d'impossible. On en a beaucoup parlé. Alors, je pense que quand Lacan, à la fois il critique beaucoup, il tire à boulet rouge sur le discours universitaire, mais en même temps il soutient l'université. Il voudrait bien que l'université retrouve, c'est peut-être un vœu comme ça, retrouve ce qu'il a été à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a des universitaires qui sont des gens costauds, qui ont une éthique, qui n'enseignent pas n'importe quoi et qui ne s'autorisent pas à faire n'importe quoi. Quand ils enseignent, ils ont des lettres, ils transmettent des savoirs qui sont séculaires, ils étudient des choses, il y en a des comme ça existe, bien sûr que ça existe ces choses-là. Seulement c'est pas eux qui dominent l'université, c'est ça le problème. L'université qui signe un contrat avec des entreprises, il est au service du marché. Donc ils tronçonnent le savoir universitaire en unités de valeur qui valent donc, comme on dit, des unités de valeur, ça se vend sur le marché. C'est plus du tout pareil. Donc c'est un discours qui ne fonctionne plus. On ne peut pas dire que les hommes politiques sont des maîtres, ils ne nous dirigent pas, nos hommes politiques. Ils sont à la traîne. Ils sont tout le temps à la traîne. Et ils sont en train de nous dire justement que la réalité actuelle, c'est qu'on ne peut pas changer la façon dont fonctionne l'économie politique. Dont on nous disait que c'était une science. Vous savez, les sciences économiques. Pas de la science, c'est de la magie à la limite. Les publicitaires ont très bien compris. Le discours magique, il est tenu par les universitaires. C'est un discours très efficient. Et c'est ça la définition du discours de la magie. C'est-à-dire qu'on balance des signifiants qui ont un impact sur les sujets et qui les suivent. Hein? Pourquoi ils les suivent? Parce qu'ils n'ont pas d'autre discours pour contrer ça. Hein? Oui. En quoi je repensais à l'exemple des généticiens, du génie, de la génétique, oui. etc. Et j'y pensais aussi à une forme d'étendue où on serait tous perdus sans ces pseudo-guides qui nous mènent à une certaine déperdition d'ailleurs. Oui, oui. Mais en quoi le discours de la science finalement découlerait d'un discours? Ce serait un discours qui découlerait d'un discours universitaire qui déconne? Le discours de la science. C'est-à-dire on en a parlé, c'est pas trop difficile à comprendre. C'est-à-dire que
D'après, si on est d'accord avec ça, si on n'est pas d'accord, ben on n'a pas de moyen d'en parler, donc on n'en parle pas. Ou on fait de la sociologie, qui est un type de science, où on ne fait pas de psychanalyse et on fait de la psychologie. Dans la psychologie, il y a des structures, ils ne sont pas les mêmes que les nôtres. La structure de la psychologie ne correspond pas à la structure psychanalytique qui tient compte du réel, de l'imaginaire et du symbolique, qui sont des catégories de l'être humain. Ce n'est pas du tout des inventions, c'est venu comme ça, mais ce n'est pas des inventions théoriques, on le constate dans la vie. Alors, ce qui se passe, c'est que la science au début, et avant disons qu'elle devienne scientifique, elle était encore pendue au mythe, à la sexualité, à un certain nombre de choses comme ça. Elle avait donc un rapport avec le sujet. Alors, la science moderne, jusqu'à Descartes. Hein, jusqu'à Descartes. Jusqu'au moment cartésien. Le moment, ce qu'on appelle le moment cartésien, Descartes, il a écrit ce qu'il a observé aussi. Hein, c'est pas lui qui a inventé le truc, c'est lui qui l'a qui l'a articulé. C'est ça qu'il faut dire. Oui. Jusqu'à ce qu'on puisse disséquer finalement. Hein, jusqu'à ce qu'on puisse qu'on fasse des progrès dans la science. Oui, alors c'est un truc, c'est un moment historique. Dans la vérité. C'est un moment historique, effectivement. Alors lui, il dit voilà, moi ce que je veux, et Descartes, son idée c'était de penser, mais il voulait, son doute méthodique, c'était pas tellement pour articuler le savoir, c'était pour avoir une certitude. Et un des moments de certitude caractéristiques, c'est quand on doute. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la croyance, croire ou y croire ou le croire, c'est qu'on doute. Et là, il y a un point qui donne un appui. Il ne faut pas rester là, bien sûr, il faut avancer point par point. Alors, ce qui se passe, c'est que, en gros, pour Lacan en tout cas, il dit que, au fond, le discours de la science, au départ, c'est le discours d'hystérique. Attention, c'est très important. Socrate, c'est l'hystérique géniale. Ouais. Lui, c'est l'hystérique géniale, Hegel, l'hystérique sublime, et Lacan, l'hystérique parfait. C'est des définitions qu'il s'est données. Hein. Je vous dis ça comme ça parce que c'est drôle. Dans la science, c'est très clair que vous prenez le discours hystérique, il est là. Vous le voyez un peu ou pas? À peu près. Hein. L'agent du discours hystérique, c'est le sujet divisé, c'est-à-dire que c'est un sujet qui invente, qui imagine, qui élucubre, et il invente des choses, c'est-à-dire qu'il interpelle les signifiants maîtres, les signifiants primordiaux, et il invente un savoir qui lui est dérobé, parce qu'il ne sait pas qu'il invente un savoir. Alors, à l'origine de la science, c'est ça, le type il invente, il élucubre. C'est monsieur X, par exemple, qui, il y a 50 ans, a élaboré une théorie du boson, sur le papier, il a étudié ça, il a fait des calculs, des algorithmes, il a dit, il y a une particule qui s'appelle le boson. Et il a soutenu ça pendant une 50aine d'années, envers et contre tout, parce que tout le monde, bien sûr, l'a canardé, jusqu'à ce qu'ils trouvent le fameux cyclotron, là, et qu'ils ont objectivé l'existence du boson. Donc pendant 50 ans, il a tenu ça de son désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'origine de la science, il y a un sujet avec son désir qui invente. Hein? La science, en gros, elle opère par... Alors, je vais revenir sur ces catégories parce que il faut que je les écrive. La science, elle opère par l'invention, elle symbolise, voilà, elle symbolise, donc elle fait des algorithmes, elle produit des algorithmes, des images qu'elle se donne du réel. Hein. Dans le cyclotron, ils ont fait le truc, ils ont visualisé comme ça, comme un feu d'artifice, et on fait un algorithme de ça, et on peut faire le calcul d'une particule. On repère la particule comme ça, mais la particule, on ne l'a jamais vue. Hein. Elle est objectivée par un calcul mathématique. Donc le savant, il invente, et ça tient ou ça tient pas. Et quand c'est vérifié ultérieurement dans le réel et dans l'expérience, son invention tient la route. Seulement dans la science, il est convenu que une fois que le savant il a inventé, on l'efface comme sujet. Le discours de la science suppose que c'est un énoncé pur, vérifiable, reproductible, et c'est des catégories très importantes. Et le savant, éventuellement, on donne son nom à l'invention qu'il a faite, et les autres suivent enfin. Alors Lacan, il dit que dans la science moderne, elle a deux appuis. Elle a un pied dans le discours hystérique qui invente, et son statut moderne actuel, c'est dans le discours universitaire.
hein, INSERM et toutes les Saclay, tous ces trucs-là. Mais pour faire une carrière de savant à l'université, ben, il faut faire une carrière. Il ne faut rien inventer, il faut faire une carrière. Donc qui fait des carrières dans ces endroits-là? Les gens qui savent faire des carrières. Il y a des gens qui ne savent pas les faire. L'hystérique, il ne fait pas de carrière, lui. Lui, il invente et puis il bute avec les hommes qui font des carrières. Et donc, maintenant, on ne peut plus faire de la science sans avoir des machines. Peut-être que de temps en temps, il y aura un type qui va sortir des trucs. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Voilà. Là, on a les obsessionnels. Voilà, vous voyez, alors, ouais, alors là, on a donc les deux appuis du discours universitaire dans le discours hystérique. Mais allez dire aux scientifiques qu'il y a un sujet de la science, vous allez vous faire lapider. Parce que le moment cartésien, justement, c'est le moment où il y a une scission entre la vérité et le sujet qui l'énonce. Voilà. Je dis que 2 et 2 font 4, mais c'est à Dieu que ça appartient si ça fait 2 et 2. 4, ça fait 4. C'est Dieu qui le décide. Et les mathématiques ont prouvé que 2 et 2, ça ne faisait pas toujours 4. Donc ils se débarrassaient de la question de la vérité pour poser une opération logique, donc un point de certitude. Se débarrasser du côté de... Bon. Alors voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que le statut de la science, il est comme ça. Mais cette copulation de ce discours universitaire, parce que c'est laquelle on parle comme ça, c'est une copulation entre le discours universitaire et le discours du maître. Parce que le maître, qui est gouverné et qui gouverne par le commandement des signifiants 1, lui, le maître, il ne cherche pas à savoir. Lui, il faut que ça marche. Oui. Il veut une autoroute, il convoque tous les ingénieurs, tout ce qu'on voudra. Moi, ce que je veux, c'est une route qui va de Versailles à Paris, de Paris à Versailles, de façon à ce que le peuple, s'il se révolte, il ne puisse pas m'attraper. Hein. C'est Louis XIV qui part à Versailles, donc il fait construire la route pour partir à Versailles, et il fait son fameux Versailles, suffisamment rectiligne pour mettre des canons à droite à gauche, comme ça la foule ne peut pas l'envahir comme dans Paris. Parce que c'est trop compliqué à Paris pour arrêter une foule en révolution. Alors, il y a donc, si vous voulez, une copulation qui se produit entre le discours du maître dans notre monde moderne avec le discours universitaire. Hein? Et cette copulation, ça en fait un discours du maître perverti. Il utilise l'expression comme ça. C'est un discours perverti, c'est ce que devient le discours capitaliste. C'est ça le discours capitaliste. Discours perverti, pourquoi ? Parce qu'on met en position d'agent le sujet divisé, l'hystérique, mais en fait dans le capitalisme, ce sujet hystérique, si c'était un vrai hystérique, ça serait formidable. Non, c'est le sujet de la libre entreprise. Or l'hystérique sait très bien qu'elle n'est pas libre, elle. C'est pour ça qu'elle interpelle constamment le maître. Hein? C'est un vrai sujet. Ça, c'est un individu, c'est pas un vrai sujet. Voilà, alors là, il est perverti. Et il est doublement perverti parce que, si vous regardez les tracés des discours, dans le discours du maître authentique, vous voyez que le sujet, il est sous la barre. Hein. Il est assujetti, c'est sa définition, sujet assujetti, au signifiant maître. Tandis que dans le discours du capitaliste, il s'est passé une bascule, vous voyez, S1 est passé en dessous, S est passé au-dessus. Mais dans cette opération, c'est une opération qui ne peut pas exister puisque c'est une structure, ça. Donc si on fait cette opération, ça veut dire qu'on a rompu la structure et qu'un lien symbolique du sujet assujetti au signifiant a basculé dans un imaginaire. C'est ça les pervers. Les pervers, eux, transforment la réalité symbolique en imaginaire. Ils donnent l'imaginaire de leur propre fantasme une valeur symbolique. Donc, c'est ça le discours perverti. Seulement, ça a une conséquence qu'on voit très bien. Donc, dans le discours capitaliste, le sujet du capitalisme, il croit que c'est lui qui commande le langage. Je fais ce que je veux avec le langage. D'ailleurs, ils instrumentalisent et on voit bien comment nos hommes politiques n'arrêtent pas d'utiliser des euphémismes pour nous faire avaler des couleuvres de choses qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Hein. Tandis qu'il fut un temps très long dans l'histoire de l'humanité où on ne touchait pas à la langue. Hein. C'était très dangereux de toucher à la langue. Il ne fallait pas changer les mots comme ça. Hein. Ça supposait des sacrés... C'était très difficile, hein. Sinon on était tout de suite au bûcher. Hein. On savait que c'était très sensible, ces trucs-là. On ne touchait pas aux noms propres, les aristocrates ne fallait pas toucher à leurs noms propres, mais on ne touchait pas aux mots, hein, comme maintenant. Cela, donc, ils commandent le signifiant.
Hein. Je décide que c'est comme ça parce que c'est mon caprice. Voilà, c'est comme ça que ça... Mais c'est un discours avec cette espèce d'inversion qui produit qu'on circule en rond tout le temps. Il n'y a pas de butée de l'impossible. Rien n'est impossible, c'est ce que dit d'ailleurs Sarkozy, tous ensemble, avec moi tout est possible. Avec tous ensemble aussi, et avec moi tout est possible. Voilà. C'est pareil avec Yes We Can. C'est pour ça qu'il est si bien adapté. C'est le possible, c'est pareil. C'est pour ça qu'il est très adapté, lui. C'est vraiment un exemple typique de type le mieux adapté au monde actuel. Il est très bien adapté. C'est pour ça qu'il a cette réussite extraordinaire. J'en passe et des meilleurs. Mais c'est quand même quelque chose comme ça. Hein. Bon. On voit comment il traite les sujets. Hein. Il ne s'y trompe pas, lui. Hein. Les aliénés, on les boucle, on les pique, et puis arrêtez de nous faire chier. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Ce sont des criminels, ce sont tous les fantasmes. C'est ça qu'il fait. Hein. Alors, c'est ça Alors, maintenant, est-ce qu'on arrive bien à... Donc ça ne fonctionne pas, ces fameux 4 discours. Est-ce que la psychanalyse est capable? Non, elle n'est pas capable de le faire. Elle n'est pas capable de restaurer le fonctionnement des autres discours. On n'existe pas, nous, les analystes, à l'université, ça fait rigoler tout le monde. Hein. Les départements de psychanalyse, c'est le comique, d'autant plus que la plupart des gens qui enseignent la psychanalyse à l'université, il y a beaucoup de gens qui sont des clowns, quoi. Faut le dire comme ça, faut pas exagérer. Donc on n'existe pas. Donc c'est facile, par exemple, de décider que pour soigner des enfants autistes, il faut interdire la psychanalyse. Ce qui est un truc de fou, parce que c'est possible que la psychanalyse soit impuissante ou pas très puissante par rapport à l'autisme, mais c'est un bien de l'humanité. Ça fait partie de... Comment on dit ça les objets qui sont... un bien de l'humanité, comment ça a un nom particulier, les monuments qui sont des... Patrimoine. Voilà, c'est un discours qui est un patrimoine de l'humanité, ça. Comment un type politique un peu avisé peut penser, qui puisse écarter la psychanalyse, mais interdire la psychanalyse, c'est un peu violent. Il n'y a pas besoin de l'interdire, la psychanalyse. La psychanalyse, elle ne peut fonctionner que si un sujet veut la faire. Elle ne peut pas se faire sur prescription. C'est tout, c'est comme ça. Alors si on fait de la psychanalyse sur prescription, c'est plus de la psychanalyse. On est dans le domaine de la psychothérapie incitative, et d'ailleurs il y a des juges qui interviennent et qui vous envoient des gens, mais on sait très bien qu'on ne peut pas soigner quelqu'un qui est pris dans ce registre-là. C'est pas vrai, quelqu'un qui doit aller au dispensaire ou ailleurs voir quelqu'un parce que le juge l'a décidé, ça foire très vite. Hein. Voilà. Tout ça c'est... Est-ce qu'on est capable? Je sais pas comment ça va donner, mais la psychanalyse, elle est confrontée de plein fouet avec le discours capitaliste. Et alors, ça repose sur un truc qui est très important, c'est que vous savez que Marx a articulé le discours capitaliste. C'est lui qui l'a articulé. Ça veut dire, et Lacan le dit explicitement, que c'est grâce à ça que le capitalisme va durer. Hein, parce qu'il a enfin un discours. C'est ça que Marx a fait. Hein. C'est pas du tout un gauchiste du coin de la rue. Il a donné et actuellement, les marxistes sont souvent des gens de droite. Ils ont compris que l'économie étudiée du point de vue de Marx, c'est vachement intéressant parce que ça peut voir comment on peut accumuler de la plus-value. Et Lacan, il est venu glisser sous la patte du truc que son objet petit a, avant qu'il parle du discours capitaliste, était l'équivalent du plus de jouir de Marx. Hein, la plus-value. Justement, dans le discours du capitaliste, quand on... regardez, dans le discours capitaliste, vous voyez bien qu'ici, voilà, il est là, la plus-value comme perte, mais c'est pas perdu pour les capitalistes, la plus-value. Le travail en trop qui vous est pas payé, parce que c'est ça la plus-value. Le travail en trop qu'on vous demande, par exemple dans les transports, pour aller à votre lieu de travail, il faut que vous fassiez 2 heures de trajet. Ça, on vous le paye pas. Et ça, c'est du travail en trop. Le capitaliste, comme c'est un objet, c'est de l'objet, il peut capitaliser. Hein, voilà. Et donc, il vous dérobe ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La spéculation, après, ça part. Dans le discours analytique, vous voyez bien qu'il est ici, voilà. On met ce qui était ici, la plus-value, on met le plus de jouir. Et la flèche vous indique qu'au fond,
on rend au sujet, c'est le seul discours qui le fait, on rend au sujet sa part en trop, c'est-à-dire ce qu'il y a mis de trop pour être à cette place-là, en gros. Donc, il a une possibilité de récupérer son plus de jouir, donc la plus-value qu'il produit lui-même dans le travail analytique, il peut le récupérer, il va le récupérer. Hein, c'est comme ça. Mais ça, la psychanalyse, elle ne fait pas le poids par rapport au capitalisme. Hein. Alors Lacan, il dit carrément, bon, de toute façon, capitalisme, ça y est, on est atteint un niveau tel que ça fonctionne tout seul. C'est sa position. C'est très astucieux, c'est vrai. Il n'y a même pas besoin d'avoir un maître, tout le monde est d'accord. Hein. On tourne dans la machine capitaliste, tout le monde est d'accord avec ça. Personne ne conteste le capitalisme, même si on dit à bas le capitalisme, communisme. Non, tout le monde est d'accord. Donc, c'est très astucieux, ça marche tout seul, ça consomme tout, ça consume tout même, vous le voyez bien, il n'y a qu'à simplement regarder le moindre reportage, et il dit Lacan, ça se résoudra d'une façon, c'est voué à la crevaison, il le dit carrément, c'est voué à la crevaison, et ça se résoudra pour des raisons démographiques. C'est-à-dire qu'un beau matin, on n'aura plus assez à bouffer, il n'y aura plus de pétrole, j'en sais rien, on peut imaginer, ils sont toujours en train d'inventer des énergies nouvelles. Rigolade, c'est pas avec quelques plantes qu'on va inventer un nouveau pétrole, il faut pas se foutre de nous. Bien sûr qu'on peut faire de l'essence avec des algues et avec du blé et tout ce qu'on voudra, avec les déchets en gros quoi. Mais il n'y aura pas le rapport énergie, bon, peu importe, je sais pas ce que va être l'avenir, c'est ça. Alors Lacan, il a cette position de dire qu'au fond, ce qu'il faut faire peut-être, il pense lui que la psychanalyse va disparaître. Ou en tout cas, les analystes vont disparaître et donc il n'y aura plus d'analyse. Ça, c'est possible. Hein, on le voit ça. On le voit. De plus en plus de psychanalystes veulent faire de la psychothérapie, ça peut disparaître. Des bonhommes comme Lacan, tout ça, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en aura pas beaucoup, et probablement pas de sitôt. Donc, ça va disparaître. Alors, il pense que, lui disait qu'après sa mort, on ne parlera plus du psychanalyste. Il est très, très, très pessimiste. Mais par contre, ce qu'on peut faire, il dit il faut se mettre au service du discours capitaliste. Alors, quand il a sorti un truc comme ça, comment faire pour se mettre au service du discours capitaliste? Il ne s'agit pas de cautionner. Il dit c'est pour lui servir, comme il en parle, un discours vraiment pesteux. Il utilise la métaphore de Freud, c'est-à-dire qu'il faut introduire dans ce discours des éléments qu'il contamine. Et qu'il contamine pourquoi ? Pour en particulier insuffler dans la science le retour de la considération du sujet, par exemple. Ça, c'est un des aspects. C'est pour ça qu'il s'appuie éventuellement sur l'art, sur la littérature, même sur la philosophie, on peut le dire aussi, toutes ces choses-là. Bon, on verra ça plus tard. Hein? Donc, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Ça. Qu'est-ce que c'est que ce discours pesteux? Il prend la métaphore de Freud. Bon, il le dit comme ça, lui. Hein. Moi, je ne sais pas. Là, Winter, quand il a été interrogé au Sénat, ouais. C'est le seul qui a tenu un discours pesteux. Il a dit, quand des enfants arrivent, ils nous donnent des nouvelles de l'éternité. Au lieu d'aller dans le sens de GPA, tous ces trucs, tout le monde s'imagine que c'est une grande avancée de la gauche, etc. Ça, c'est typiquement du discours capitaliste qui fonctionne. Et en fait, le discours capitaliste, pourquoi ça fonctionne très bien? Parce que c'est exactement comme les ascenseurs du système capitaliste. C'est-à-dire qu'il y a un bouton pour fermer les portes plus rapidement, mais en fait, vous appuyez ou pas sur le bouton, ça se ferme exactement à la même vitesse. Donc, quand vous êtes dans cet ascenseur-là, et on vous demande votre avis. Mais votre avis, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que les gens ont l'impression... C'est ça le truc de l'interactivité. Ils sont tous là, on est super interactifs. Ils croient que leurs trucs sont pris en compte. Mais en fait, les notions, ce qu'il y a en jeu, c'est-à-dire le choc des notions entre elles, c'est-à-dire comment les idées elles-mêmes, telles qu'elles sont articulées, comment les discours se fondent à un endroit, plus débordent et se combattent les uns les autres en utilisant les passions humaines, comme le dit Hegel, c'est-à-dire que pour Hegel, justement, c'est le sommet de la pensée philosophique, c'est que tout son système dans la phénoménologie de l'esprit, c'est pas considérer que ce sont les êtres humains qui tiennent des discours, mais que ce sont les pensées elles-mêmes, c'est-à-dire le langage qui va se servir des passions humaines pour se combattre à l'aide d'idées. Alors juste que tu me donnes l'occasion de rappeler un truc essentiel. Quand on parle du discours du maître, de l'hystérique, de l'universitaire, tout ça, il faut bien dire que
ça ne veut pas dire que le maître, puisqu'il est en dessous, ça ne veut pas dire que c'est lui qui le prononce. Il est tenu par le discours. Donc le maître, il est le premier sujet. Le roi de France était le premier sujet. Il était soumis à une étiquette, par exemple. Dans le discours universitaire, c'est pareil. C'est pas l'universitaire qui tient, même s'il est comme agent. C'est le savoir qu'il a à transmettre. Et il est calibré, ce savoir. On ne peut pas dire n'importe quoi, en principe, à l'université. Sauf dans les départements de psychanalyse. On fait partie du... C'est comme ça, on n'y peut rien. Faire enseigner la psychanalyse, j'en profite pour... enseigner la psychanalyse dans des départements de psychologie, il y a des choses qui ne vont pas, puisque c'est en contradiction. Mais en même temps, on peut bien le justifier, puisque les gens, ils ont besoin d'un diplôme pour pouvoir un jour peut-être avoir... Bon, ça c'est normal, mais il faut faire attention au compromis, ou jusqu'où ça peut aller. Parce que, de toute façon, quand on fait des études de psychologie à l'université, on reçoit un savoir très difficile à traverser pour ressortir de là indemne. Hein. C'est jamais... Moi, j'ai fait l'expérience avec des études de médecine qui sont comme ça. En médecine, on apprend tout par cœur. Mais j'aime mieux vous dire qu'on sort de là assez abruti. Hein. Il faut beaucoup de temps pour retrouver ce qu'on a été comme sujet à un moment donné, et qui a été peut-être, parce qu'on a été sujet, qu'on avait le désir de faire de ces études-là. Mais ça se paye le prix cher. Bon, peu importe. Est-ce que j'en étais ? C'est moi qui en étais. Non mais attends. Alors je finis, je te laisse après. Donc ce sont pas nous qui faisons fonctionner, enfin on les fait fonctionner, ce n'est pas nous qui les tenons. Nous nous tenons à ces discours. C'est-à-dire que l'analyste, il faut qu'il apprenne à rester dans le discours analytique. C'est là que se pose la question de l'éthique. Que l'hystérique, elle, c'est pas très difficile qu'elle reste dans son discours parce qu'elle est faite pour ça. L'hystérie, c'est la norme, c'est le sujet normal. D'ailleurs, Lacan va dire que comme il y a un discours hystérique, l'hystérie, c'est plus une névrose. La seule névrose, c'est la névrose obsessionnelle. Allez dire ça ailleurs, vous verrez que les gens ne l'entendent pas. Bon, tout ça, c'est donc... On renverse le truc. Le maître, il est assujetti à son discours, il ne le maîtrise pas. L'universitaire, c'est pareil. Il est assujetti à un savoir qu'il a à transmettre. L'analyste, il est assujetti à son discours. Mais il n'y a que le seul qui n'est pas assujetti et qui s'en sert tout le temps, c'est dans le discours capitaliste. Il fait ce qu'il veut. Tout est permis, puisqu'il n'y a pas de limite. Hein? Bon, moi, je suis sûr de savoir compris. Non, mais comme tu as parfaitement bien développé cette partie... non, je voulais te dire ça comme ça. Non, mais c'est ça, c'est ce à quoi il faut en venir. Je suis un peu bavard, c'est vrai. Comme dans Lacan, il y a cette volonté de se faire saisir d'une évidence dont il est le plus difficile à se saisir, puisque, comme il le dit lui-même, il faut évider l'évidence. Donc que nous sommes perdus dans l'espace, et aussi que nous sommes parlés par des discours, et non pas, c'est nous qui les tenons. Mais notre sujet se définit par rapport au discours dans lequel nous sommes pris. C'est pour ça que la définition minimale qu'il donne d'un analyste, c'est qu'au moins, il sache dans quel discours il est pris. Voilà. C'est-à-dire que le discours prime, un peu comme l'espace prime sur nous, quand on est obligé sur Terre d'être dans un espace. Donc après, qu'est-ce qu'on fait avec cette dimension-là? C'est notre rapport au langage. Il faut quelque part redoubler notre propre perte, d'être perdu dans l'espace. Il faut accepter d'être perdu dans la langue pour éventuellement pouvoir y trouver quelques repères. De la même manière, le fait d'être pris dans des discours, voilà, c'est une espèce de révolution, il faut le dire. Hein. On revient à un point originel, ce qui s'est passé pour nous entre symbolique et réel, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, avant que nous soyons nés, on a existé symboliquement dans les discours de nos parents. Nous avons été nommés, même si ce n'est pas notre prénom, qu'ils hésitaient là-dessus, etc. On a suscité des espoirs, etc. Donc on existait d'abord en tant que symbolique avant d'être réel. Ça, c'est le sujet, c'est la notion de sujet qui se prend dans le symbolique. Mais à partir du moment où je nais, alors là, je suis d'abord pris dans un réel et je ne peux accéder au symbolique que du point de vue de cette emprise dans le réel dans lequel je suis déjà pris. Donc il y a une inversion temporelle entre, pour Lacan quand il parle, pourquoi il parle si juste? On dirait Nietzsche, pourquoi je dis des choses aussi merveilleuses, pourquoi je parle si juste, etc. C'est parce que son bien dire, il vient il se situe, lui,
du réel d'où il parle. Donc il sait que pour lui, le réel prime, et donc on va dire après le réel de la jouissance, etc. Donc on peut développer ça, ce que c'est que le réel, ça Patrick est un grand spécialiste. Et mais c'est à partir de là où justement il ne va pas énoncer des espèces de truisme énonciatif, une espèce de sagesse qu'on peut se passer les uns les autres comme ça, qui ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il parle de son point de vue de sujet, en sachant que c'est en tant qu'analysant qu'il parle, etc. Donc son bien-dire, justement, qui constitue l'éthique psychanalytique, c'est de te préoccuper d'abord de ton réel, c'est-à-dire de ton inconscient. C'est-à-dire qu'au fond, la première préoccupation que tu dois avoir... Pour ceux qui le veulent. Oui. Enfin, les autres, ils ne peuvent pas espérer bien dire. Non, mais c'est pas un impératif. C'est pas un impératif. Mais oui, c'est pas un impératif catégorique au sens kantien. Voilà. Où ça s'impose à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tous parasités, donc il y a une espèce de commandement qui vient en nous, qui fait qu'à un moment, on se demande si on a bien fait ou si on n'a pas bien fait. Donc ça, c'est l'impératif catégorique kantien, il est universel. Et du point de vue de Lacan, voilà, il y a une liberté, là, on peut rester aussi bête qu'on veut. C'est possible. Tu sais, alors je veux faire une petite remarque à propos de la loi, justement. J'ai regardé ça parce que je l'avais derrière la tête, à propos de les lois, les 10 commandements. Vous savez que les 10 commandements, c'est des commandements au futur simple. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas, tu ne... C'est pas du tout un impératif, c'est une promesse. Hein, c'est pas du tout pareil. Ça change complètement la capacité des choix forcés que va faire le sujet. C'est pas le tu dois de l'impératif catégorique, c'est au contraire une promesse pour l'avenir. Tu as une chance, c'est comme il disait, tu peux savoir, tu as une chance de pouvoir faire autrement. Et faire autrement, en fait, ça veut dire en gros t'orienter vers ce qui manque. Le manque peut t'orienter, en gros. Le manque peut t'orienter, et c'est une façon de dire, ce qu'on t'a dit que tu lis d'une certaine façon, tu peux le lire autrement. C'est ça la cure analytique. On t'a dit les noms du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu le transformes à les noms du Père. Hein. Donc il faut que je sois dupe de quelque chose, mais de quoi ? Alors là, c'est un truc assez extraordinaire, c'est que tu dois être dupe de la structure. Qu'est-ce que c'est que la structure? En tout cas, tu dois être dupe. Alors Lacan le dit d'une façon, ceux qui n'aiment pas leur inconscient, non, ceux qui aiment leur inconscient n'errent pas. Et il prend l'exemple de chevalier de je sais pas quelle époque, mais enfin de chevalier, quoi. En gros, c'est le chevalier, il est toujours à l'horizon de notre mythe, comme ça. Ils ne sont pas trop loin, mais pas trop près non plus. Donc, ils n'errent pas parce que ils aiment leur inconscient, c'est-à-dire qu'ils obéissent à la loi. Voilà. C'est ça que ça veut dire, hein, ils obéissent à la loi, et que, comme à l'époque, il y avait quand même des souverains, il y avait quand même le signifiant maître qui fonctionnait, quoi. Ça fonctionnait quand même un peu. Voilà, comme les samouraïs. Le roi, il faisait pas n'importe quoi avec ses sujets, le roi, c'est pas vrai, hein. Il faisait attention à ces sujets, parce que c'était des biens, il fallait pas trop tirer sur la corde. Et alors, parce que je suis paumé, mon copain. Où est-ce que j'en suis là? Tu as commencé sur les commandements, leur côté, oui, alors les commandements, bon, c'est très important, cette histoire des commandements au futur, quand même. Ça change beaucoup les au futur choses. Et au négatif. Ce qui fait et au négatif. Et au négatif. C'est-à-dire que de toute façon, tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire que tu ne mentiras pas. C'est pour ça que Lacan parle de la vérité menteuse. La seule façon de dire la vérité, c'est de dire je mens. Là, tu es sûr que tu dis la vérité. Sinon, la vérité, elle peut que se mi-dire, mais elle peut se mi-dire, pas parce que c'est pas comme la femme qui sort à moitié nue du puits. Ça veut pas dire que l'autre moitié est derrière, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que tu ne peux que la mi-dire. Donc il y a toujours quelque chose que tu rates. Il y a toujours quelque chose de raté. Et dans la psychanalyse depuis Freud, ça réussit quand ça raté. Là, tu es sûr que tu as réussi quelque chose. Voilà. Quand c'est raté. Hein. Quand tu fais un acte manqué, c'est la réussite de quelque chose qui concerne ton réel. Évidemment, c'est pas toujours très agréable, mais c'est comme ça. Je voulais reprendre quelque chose. Vous parliez de Dippacolone, et donc une fois que la parole... Parlez plus fort parce qu'on entend. Vous parliez de Dippacolone, et une fois qu'en fait on arrête de parler, et ben le corps se désintègre. C'est la mythologie, c'est ça. Comme si quelque part la parole donnait le corps. Oui. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire que la structure vient avant la parole?
comment est-ce que la parole peut venir avant? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui. La parole, c'est ce qui est conditionné par bon, les 10 commandements, c'est les lois de la parole. Hein. C'est-à-dire que si tu mens trop, si tu tues, si tu convoites la femme de tes amis, ben, la parole, ça fait le silence, quoi. Hein, c'est ça, tout simplement. La parole, elle est quand même conditionnée par la langue quand on parle. Les hommes parlent. Mais la langue, contrairement au langage, pour qu'il y ait un langage, il faut qu'il y ait des codes et des messages. Il faut que ce soit codé, comme le dictionnaire. Tel mot, ça veut dire ça, et pas autre chose. Tu peux, bien sûr, il y a des variations. Alors, la structure est mise en place par le fait de la langue. C'est-à-dire que le nourrisson qui naît, il est dans sa lalation. Donc avant même sa langue. Oui, c'est ça. Mais il est dans un bain, de langage. Il est dans un bain de la langue. C'est-à-dire que ses parents, comme le disait Christian tout à l'heure, on a déjà parlé de lui, et donc même quand il sera là, on lui parlera comme on a déjà parlé de lui. Et ça, il va très vite le percevoir, l'enfant. Il va très bien entendre. C'est très bien que les petits nourrissons, en quelques heures, ils reconnaissent déjà des choses. Et ils sont fascinés par le réel. Quand ils sont devant un truc nouveau, ils sont là, ils regardent. Manifestement, ça les intéresse beaucoup. Puis après, ils commencent à attraper des objets, parce que la pulsion orale est très prévalente chez elles. Ils savent que c'est agréable et tout. Et c'est ça qui vient petit à petit, la langue dans laquelle ils baignent, produire un parasitage du corps par la langue. C'est-à-dire que ça rentre dans le corps. Et c'est ça la structure langagière. C'est pour ça que les lois dont on parle dans la psychanalyse, ce sont d'abord les lois de la parole, et Lacan fait la différence entre les lois de la parole et les lois du langage, métaphore, métonymie. C'est pas la loi qui vient d'un dieu et qui veut ton bien ou ton mal, c'est des lois qui sont imposées par le système langagier. Or, évidemment, pour vivre en société, il faut aussi rentrer dans l'idiome du pays où on a été, même apprendre d'autres langues, où il y a un lexique, il y a une grammaire, il y a une logique, il y a tout un contexte comme ça qui n'existe pas avec la langue. La langue, c'est du chewing-gum, quoi, en gros. Hein. Ça commence comme ça. Donc de la lalation, par le babil, l'enfant passe au langage qu'il apprend petit à petit, avec l'écriture, avec l'orthographe et toutes ces choses-là. Mais sa structure à lui, elle est déjà... Alors lui-même, il va être obligé de se constituer sa propre structure. Et Lacan disait, il faut que l'enfant il apprenne à faire le nœud. Il l'apprend comme ça, il apprend à faire le nœud. Il en sait déjà beaucoup, mais il apprend à faire le nœud. Il faut que le nœud soit fait. C'est une hypothèse de Lacan, hein, ça. Est-ce que le nœud, il existait à l'origine ou est-ce qu'il n'existe pas? Il posait la question de qu'est-ce qui fait que l'humain était le seul animal parlant. Donc, il répond d'une façon très bizarre. Il dit qu'il son corps a une sensibilité particulière au signifiant. C'est tout ce qu'il dit. Il n'en dit pas plus que ça. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Mais on sait qu'il n'y a pas d'autre espèce d'animal parlant. C'est tout. Et qu'on n'a jamais transformé le moindre animal, même domestique, en un être parlant. Jamais. Même s'ils ont un petit accès au langage. Et donc, chez des personnes alors, oui, qui sont en âge de parler et qui ne parlent pas. Si on ne parle pas, mais... Par exemple, les autistes. Oui, mais alors c'est ça la question, c'est comme pour les aveugles et les malentendants. Ou alors ils rejettent le langage parce qu'on voit la pulsion orale. Donc il y a un désir de... Oui, voilà, que ça s'introduise aussi la langue. Et donc chez des personnes qui n'ont pas eu accès à ça, il n'y a plus de désir, ou il y a eu un désir qui n'a pas été assouvi, et donc... Alors ça, je ne peux pas répondre à ça, mais par exemple, les sourds-muets, comme on les appelle, maintenant on les appelle les malentendants, très bien. Bon, en tout cas, ou même, oui, ils ont accès au langage, parce qu'on fait des gestes quand même. Hein. Si par exemple quelqu'un me demande de l'argent et que je ne peux pas lui prêter, que je ne peux pas parler, je peux retourner mes poches pour lui. Et il comprend que ça veut dire... Donc la gestuelle fait partie du signifiant et pas du tout simplement des gestes comme ça. C'est pas gratuit. C'est pour ça que le mime Marceau parle. Il n'utilise pas la parole, mais il n'y a rien de plus parlant que, ou bien le sourd et muet des Marx Brothers, quoi. C'est celui qui parle le plus. Et Dieu sait qu'est-ce qu'on en parle, les autistes, depuis 2-3 ans. C'est fou ce qu'on parle. Ils sont bombardés. Hein, qu'est-ce qu'ils font parler autour d'eux? Parce que... Hein? Il y a de la pulsion invocante chez l'autiste, quoi. Ben oui. C'est se faire entendre, quoi. Alors c'est tout le problème de savoir si c'est
si c'est pas trop... Enfin, je peux pas me prononcer là-dessus, je sais pas. Je préfère pas le dire, je sais pas. Parce que il y a manifestement quelque chose qui a un rapport à la langue qui s'est passé quand même. Bon, quoi? Il faut faire très attention, parce que c'est pas parce que du point de vue simplement même statistique, c'est surtout la mère qui apprend à l'enfant à parler quand même, c'est quand même clair. Dans toutes les civilisations, il n'y a que la mère qui se rapporte corps à corps avec le nourrisson. Personne ne peut remplacer. Quand je dis la mère, l'adulte nourricier, hein, quand il n'y a pas la mère. Donc c'est très important. Mais il n'y a pas transmission directe. C'est-à-dire que quelque part, du fait qu'il y a une primarité de la jouissance du corps sur la langue, il y a un choix, comme Lacan utilise le terme, tu l'as repris l'autre jour, une insondable décision de l'être. C'est un truc très bizarre que Lacan utilise cette expression, qui fait un choix différentiel, probablement même simplement au niveau du goût. Il y a des enfants qui n'aiment pas le sein, il y en a qui prennent le sein. Hein? Donc il y a quelque chose qui est avant le sens, quelque chose qui touche au corps et qui est surdéterminant dans les choix futurs. Donc, mais il n'y a pas de cause, la mère n'est pas cause directe de ce qui arrive à l'enfant. Il est déjà, lui, responsable de ce qui lui arrive. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Le nourrisson, déjà, il fait ses choix et ça va conditionner son existence. Ça, c'est la condition. Donc, il n'y a pas de mauvaise mère, il n'y a pas de bonne mère. C'est la condition du sujet, cette notion de choix. Parce que le choix lui-même, c'est là où le concept est très important. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Oui, non, mais c'est important. Hein. Bon, faut pas, il y a toujours des excès, mais c'est quand même... c'est pas toujours les... Oui. Le choix, c'est la condition du sujet. Parce que le choix est toujours un méta-choix. Oui. C'est-à-dire que je choisis de choisir. Si j'ai choisi de n'avoir jamais choisi, ça veut dire que je ne peux pas récupérer une position de sujet. Donc, la notion de choix, elle est obligatoire dans une éthique telle que de la psychanalyse où le sujet va être responsable. C'est obligé. Sinon, on est vraiment dans d'autres types de discours où le sujet est entièrement déterminé par des facteurs exogènes extérieurs à lui-même. C'est la seule... C'est ce qu'amène Lacan, justement, par rapport à l'impasse philosophique, cette dimension-là, qui avait déjà été quand même amorcée, notamment par Descartes, Kant, Hegel, etc. Mais cette notion-là, c'est la notion de sujet. Cette notion de sujet, ça veut dire l'assujettissement préalable au discours est la condition aussi de la liberté. C'est un paradoxe, mais il faut qu'il y ait la reconnaissance du mode d'aliénation pour qu'il y ait une possibilité de liberté. Sinon, il n'y a pas de liberté. Tout était entièrement déterminé par des facteurs exogènes et c'est terminé. Ça, c'est le fantasme génétique, c'est-à-dire découvrir des gènes pour tout. Mais ça ne marche pas du tout comme ça, en vérité, puisque sur l'expérimentation même, bon, ça veut dire que même les gens de l'épigénétique, qui sont quand même des généticiens, ils sont obligés de reconnaître qu'il y a chez l'être humain l'aspect génétique décode le génome. C'est en fonction des activités, de l'entourage, de ce qui se passe, il y a des codes qui ne fonctionnent plus, qui décodent justement. Donc on est, nous, soumis à l'intransigeance de la liberté pour nous. Donc ça requiert logiquement, quand on antécède les propositions logiques, on remonte là jusqu'à, c'est vrai, Schelling pour Lacan, c'est-à-dire cette insondable décision, il y a un moment où je suis obligé, rétroactivement, puisque la différence avec une logique scientifique, c'est qu'une logique scientifique, c'est une logique hypothético-déductive. Je pose une hypothèse, et à partir de cette hypothèse, je déduis des choses et je fais des statistiques en fonction de s'il y a ça, je pose ça, il peut y avoir ça, etc. Une logique de type psychanalytique ou de l'idéalisme allemand, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un pas en retrait. Donc pour qu'il y ait ça, il a fallu qu'il y ait ça au préalable. Donc c'est une logique qui remonte un rebours. Donc en art c'est pareil, on est dans une logique de type rétroactif, comme la rétroaction du signifiant. C'est ça que tu vois ici, tu as la voix ici, voilà. La signification est rétroactive. Il y a une anticipation signifiante sur la signification que va endosser le ça, c'est la vraie rigueur logique. Sinon, quand on est dans hypothético-déductif, on est dans
là, ce qui nous est vendu comme le truc scientifique. Mais on n'est pas dans la logique, puisqu'il y a toujours un facteur impossible, un epsilon, puisqu'on finit toujours par des statistiques. Donc c'est ça l'évacuation du sujet. Un sujet, c'est tout le contraire d'une statistique. Soit vous avez la possibilité de vous considérer vous-même comme une statistique. C'est l'impératif de la norme, la statistique. Hein. Oui. C'est l'impératif d'une norme sociale. La vraie logique, c'est une logique de rétroaction. C'est-à-dire qu'on part d'un postulat. Pour que ce postulat-là qui soit une observation, c'est le vrai sens de la théorie, il aura fallu qu'il y ait ça au préalable. Donc ce sont des conditions indispensables à quelque chose. C'est pas une projection, c'est pas projectif. Donc cette notion de choix, elle est cruciale. C'est pour ça que Lacan parle de choix forcé, c'est-à-dire que même quand le choix est forcé, c'est un choix. Surdéterminé, ça veut dire toujours. Oui. Ça veut dire ça surtout. Faut pas croire que c'est pas forcément le forçage au sens, c'est un choix surdéterminé qui est important. Mais pour revenir à l'autisme, comme ça justement, puisque on en a beaucoup parlé et qu'on en parle encore, Lacan il a une définition beaucoup plus large. Je sais pas, c'est pas une définition de l'autisme, mais il parle de l'autisme d'une façon beaucoup plus large que sa restriction qui est venue petit à petit des cliniciens psychanalystes, c'est-à-dire que lui dit les autistes ce sont des sujets qui ont des difficultés avec les mots. Voilà, il le dit comme ça. Donc c'est une palette considérable et c'est vrai qu'on le constate, ça c'est un constat. Et il dit ben, on a des choses à leur dire, il faut leur parler. Il n'a jamais dit il faut les prendre en analyse et faire des interprétations, lui. Il dit ça. C'est-à-dire qu'il faudrait au moins leur parler. Seulement, comme on les met tous dans le même lieu, ben, c'est de la folie, quoi. C'est comme si on vous mettait dans un endroit où vous êtes seul à pas boire et tout le monde a bu, quoi. Donc c'est la panique, c'est l'horreur pour eux. Il faut leur parler. Ça ne veut pas dire qu'il faut analyser la mère en lui disant, dis donc, comment ça se fait. Une mère, par exemple, qui découvre quelque chose qui se passe chez son enfant, hein, ben elle réagit en fonction du manque de réactivité, de réagissement, de réaction de l'enfant. Et ben quand elle consulte comme ça se passe plusieurs années après, et ben on lui reproche sa froideur et tout. C'est complètement fou de dire des trucs comme ça. C'est normal qu'elle soit comme ça, puisqu'il y a un truc qui n'arrive pas à se nouer. Ou c'est trop du corps à corps. Et l'enfant autiste, moi je ne veux pas prononcer le mot de psychose à ce niveau-là, et je ne veux pas utiliser le terme d'autisme, je le fais ici, mais il faudrait trouver un autre terme. Parce que c'est trop marqué du conflit entre les analystes et ceux qui veulent faire de la rééducation, alors que ce n'est pas contradictoire les deux approches. Seulement la psychanalyse, on peut y aller que si on veut, et que l'enfant il a le droit à ce qu'on s'occupe de lui et qu'on lui apporte ce qu'on appelle les savoirs qui permettent de vivre en société, ça me paraît assez logique. Voilà, donc c'est pas contradictoire, voilà, c'est comme ça, il faut lui parler, et on le voit bien quand les gens vous racontent, soit en contrôle, soit dans d'autres circonstances, qu'un jour, dans une institution, tel s'est occupé d'un enfant en particulier, pour des raisons souvent qu'il ne comprend pas bien, probablement des liens transférentiels qui se sont noués par identification ou pas, l'enfant il se met à s'adresser à lui, plus qu'à d'autres. Hein, il va continuer à se battre avec les autres. Moi j'en ai vu des enfants comme ça en institution d'enfants. Il y avait 2 gamins dans l'institution qui passaient toute la journée à se battre. Ils étaient tout le temps attachés l'un à l'autre. Ils étaient très gentils, très sympathiques, mais c'était impossible parce que partout où ils allaient, c'était un bordel noir dans la classe. Alors les instituteurs, dans un IMP, c'est-à-dire un institut médico-pédagogique, ils rentraient le soir chez eux, les instituteurs les foutaient en dehors de la classe. C'est-à-dire que tant mieux qu'ils sortent. Alors ils étaient dans les couloirs et ils débarquaient dans mon bureau. Et puis dans mon bureau, le pugilat recommençait au bout de 5 minutes. Moi je les regardais, je discutais avec eux, quoi, je rigolais. Et puis ils repartaient, 1 heure après ils revenaient. Mais ça a changé les choses. Ce que j'ai dit aux instituteurs, parce qu'ils disent oui mais il ne sait pas lire et écrire. Je dis vous êtes sûr qu'il ne sait pas écrire? Ben oui, il ne sait pas écrire. Alors il faut inventer une méthode. Il faut inventer une méthode pour qu'il écrive. Alors il ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors on lui dit vous allez faire une feuille de papier, vous allez tracer des traits. Comme ça, comme on fait dans un... Et puis, quand vous allez faire la dictée, vous allez dire, bah voilà, on fait la dictée écrit. Et alors le gamin, il faisait des trucs comme ça. Alors ensuite, vous allez prendre sa copie, puis vous allez regarder, ah ben non, là, tu vois, tu as dépassé la ligne, donc tu as fait une faute.
Et le môme, il a pigé un truc comme ça a complètement changé son attitude. Et les deux gamins se sont séparés, ils arrêtaient de se battre. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils se battaient? Ils s'attachaient l'un à l'autre, ils faisaient un nœud, quoi. Hein, ils cherchaient un corps consistant pour pouvoir avoir un corps qui tenait. Bon, ça doit être possible de faire des choses comme ça. Ça doit être possible. Lacan il utilise très peu le mot d'autisme et il n'en fait pas une catégorie clinique. D'autant plus que c'est une contraction du mot auto-érotisme. Or, l'auto-érotisme, c'est pas du tout ça, justement, chez Freud. L'auto-érotisme de l'enfant, c'est un érotisme qui signifie que l'enfant, il n'a affaire qu'à des objets qui lui font plaisir. C'est jouer des trucs. C'est ça l'auto-érotisme. Sinon, il n'y a pas d'auto-érotisme. L'érotisme du corps, il est toujours étranger au sujet, même de son propre corps. Hein. Il est extime, il est à la fois le plus intime et le plus extime, le plus étranger. La jouissance est toujours une surprise pour le sujet, toujours. Même pour l'homme quand il a son orgasme. Il se demande ce qui lui arrive. Pour les femmes, n'en parlons pas. Bon, enfin, voilà, bon, beaucoup parlé. Hein. Non, mais peut-être... On s'arrête, c'est la récréation maintenant. On s'arrête, non? Oui, ça fait... Oui. Voilà, bon. Off, c'est off. Ça y est?